Sans plus tarder, l'émission à livre ouvert. Et maintenant, que vais-je lire ? Un rendez-vous proposé par le Cercle Aubois de littérature jeunesse, le Caliche. Bonjour, Anne-Marie et moi sommes ravis de vous retrouver pour vous communiquer nos coups de cœur en littérature jeunesse. Ah, l'album d'aujourd'hui d'une tendresse qui me plaît énormément. Il s'intitule L'ours bleu. L'auteur en est Nancy Gilbert, l'illustratrice Emmanuelle Algan. C'est édité par Desron dans l'eau en 2018. L'ours bleu fuit les hommes depuis qu'elle a été blessée par eux. Mais un jour, elle entend un enfant pleurer. Quelle va être son attitude ? Fuir ou lui venir en aide. Réalisé en teinte sombre, couleur nuit, cet ours bleu intense se détache du décor, au fil du récit. Simple, peu de texte, mais l'important y figure. Un album bien attractif. C'est une ours bleue au pelage doux et soyeux. Elle ne sort de sa tanière qu'à la tombée du jour, lorsque la toile du ciel décide d'allumer ses minuscules lanternes magiques là-haut, tout là-haut. Alors l'ours bleu, le museau frémissant, hume dans le vent glacé les fumées qui montent dans l'obscurité, loin, très loin depuis le village des hommes. Il y a bien longtemps les hommes l'ont blessée, il y a bien longtemps les hommes ont voulu la capturer, car sa fourrure couleur bleu nuit les fascinait. L'ours bleu, sauvage et terrifiante, s'est dressée contre eux, et elle a frappé avec ses pattes puissantes pour se défendre. Depuis on l'a dit violente, et les mères berçant leurs enfants le soir la craignent plus que les meutes de loups. Cette nuit-là, rapide et silencieuse, elle traverse les étendues poudrées à la recherche de baies sauvages dont elle se nourrit. Toujours aux aguets, elle se meut derrière les troncs des grands sapins gelés. C'est alors que des pleurs venus des profondeurs de la terre interrompent sa course folle. L'ours bleu s'arrête. L'ours bleu frissonne. Derrière un gros rocher moussu, une forme sombre l'interpelle, et malgré sa méfiance, elle s'approche. Deux prunelles d'azur plongent dans ses yeux d'encre et l'attirent comme un aimant avant de s'éteindre derrière les paupières pâles. L'ours bleu penche lentement sa tête et son souffle chaud réchauffe le visage glacé de l'enfant épuisé. Elle hésite. Ce tout petit homme est en danger pour elle, mais son cœur de mère ours ne peut lui résister. Elle emporte l'enfant qui s'emmitouffe dans ses longs poils aux reflets bleus. Pendant ce temps, au village, la mère éplorée hurle son désespoir à la lune d'argent. Son enfant adoré a disparu. Il a fui vers la montagne pendant qu'elle dormait. Piques et bâtons dressés, torches allumées, les hommes décident de partir à sa recherche. Comme de minuscules points noirs, ils avancent sur le sentier et l'ours bleu les voit arriver. Elle sait que ses traces dans la neige fraîche vont les guider vers elle, et elle tremble dans le vent tout en réchauffant l'enfant. Courageusement, l'ours bleu avance, le petit accroché à ses flancs. Les hommes stupéfaits suspendent leurs armes, et la forêt entière arrête de respirer. Les hommes déposent leurs bâtons, sans un mot, et l'ours bleu dépose l'enfant à leurs pieds. Ils le recueillent en serrant contre leur cœur ce trésor retrouvé. L'ours bleu les regarde, puis, digne et puissante, elle s'éloigne. Depuis, au village, on conte la légende de cette faiseuse de paix, celle qui a osé dépasser sa frayeur pour sauver celui qu'on appelle désormais l'ami de l'ours bleu. Très poétique. Oh, puis l'illustration est formidable. C'est qui l'illustrateur ? Emmanuelle Algan. Ah, je connais pas. Non, moi non plus, je connaissais pas. Mais... À connaître alors, à connaître. C'est une ours qu'on a envie de caresser malgré sa taille. Oui, mais sur le papier, le papier. Oui, c'est toujours la réputation des ours, faut quand même... Oui. Il vaut mieux des pluches. Il faut faire attention, oui. Un gros bel ours en peluche, là. Ah, ça c'est doux, ça tient chaud. Bon, enfin bref. Allez. Je vais vous proposer quelque chose de totalement différent, quoique il s'agit aussi là d'un animal qu'on aurait peut-être envie de prendre dans ses bras. Ce roman s'appelle Ma gorille et moi. C'est un roman de Myriam Gallo qui est édité par Siro, dans la collection Tempo. Donc nous allons trouver notre héroïne, Jeanne, dont la maison est au cœur d'un zoo, le zoo de ses parents. Et quand Jeanne était bébé, ses parents ont accueilli chez eux une petite gorille rejetée par sa mère, Mona. Mais Mona, la petite gorille, est devenue adulte et elle doit quitter le zoo pour rejoindre un autre groupe de gorilles à Milan. Pour la première fois, Jeanne balance entre
vouloir garder la gorille près d'elle, elle l'appelle sa sœur de lait, ou la laisser partir vivre sa vie d'adulte. C'est un choix d'autant plus douloureux qu'un groupe de jeunes manifestants anti-zoo vient de s'installer devant les grilles et manifeste jour et nuit. Alors c'est un roman original qui est aussi très facile d'accès, mais en même temps qui nous donne à voir toute l'amitié et la tendresse qu'il peut y avoir entre Jeanne et cette petite gorille. C'est pour ça que je te dis qu'on peut la prendre dans ses bras. Et c'est un roman qui pose aussi la question de la liberté, mais aussi de la protection de ces animaux sauvages. Et bien sûr, de la meilleure façon d'agir pour protéger leur environnement naturel, qui est quand même leur meilleure place. Quoique, ils sont bien menacés aussi parfois par d'autres prédateurs. Mes parents ont un zoo. Quand ils se sont rencontrés, ils ont décidé de mener leur vie parmi les animaux et ont tout plaqué pour créer le zoo. Ma mère préparait un doctorat de biologie animale sur la reproduction des castors d'Europe. Elle vivait dans un appartement avec 2 chiens, 4 chats, un canard et un furet. À l'époque, beaucoup la traitaient de folle d'avoir autant d'animaux qui ne vont pas forcément ensemble. Mon père était passionné par les grands singes. Il revenait d'un trek en Afrique, il avait observé et photographié des gorilles dans leur milieu naturel et cette expérience l'avait bouleversé. Ma mère a abandonné sa thèse, mon père a fait plusieurs fois le tour du monde pour trouver des animaux et notre zoo s'est créé. Quand les visiteurs sont partis, le zoo devient notre jardin. J'en connais chaque allée, chaque détour, chaque buisson. La nuit, les tigres du Bengale feulent, les chimpanzés crient, les pélicans grognent, les loups hurlent. Pour moi, ces bruits sont familiers, comme le sont les aboiements des chiens à la campagne, ou le croassement des grenouilles dans la mare, ou le chant des criquets, ou les cris des hirondelles. Avec Mona, nous arpentions les allées du zoo aux heures de fermeture. Nous courions, nous sautions. C'est elle qui m'a montré comment faire une série de roulades sur la pelouse devant notre maison. Elle me poussait les fesses quand elle voyait que la bascule n'allait pas se faire. Et petit à petit, j'ai su profiter de l'élan pour gagner en vitesse et me relever. Plus tard, elle m'a appris à marcher sur un mur sans tomber, en tournant les pieds vers l'extérieur, à me suspendre à une branche d'arbre, des 2 mains, puis d'une. Je disais qu'on était des artistes de cirque. On avait même répété un numéro. Mona me portait sur ses épaules et à l'aide d'une branche, je me tenais debout sur elle. Je me lâchais, sautais par terre, j'entr'ouvrais les bras pour recevoir les applaudissements du public. Mona aussi ouvrait les bras. Qu'est-ce qu'on s'amusait bien ensemble. Elle est restée quelques années chez nous, mais un jour, sur dénonciation, on n'a jamais su qui, ma mère a soupçonné un serrurier qui était intervenu dans la maison. Une dame de la protection de l'enfance est venue. À la suite de sa visite, mes parents ont reçu des courriers de plus en plus menaçants. S'ils ne mettaient pas la gorille en cage, je serais placée en foyer d'enfants. Trop dangereux de faire cohabiter un singe et une petite de 6 ans. Une inspection sociale a même été programmée. Ils sont arrivés à 2, un homme et une femme. Mona a chippé le calepin de l'inspecteur et en a arraché les pages, une par une, sous le regard pétrifié de cet homme sérieux. Ensuite, elle lui a pris les lunettes, les observé, déplié, plié, puis les lui a rendues, délicatement. Elle a soulevé le chemisier de la dame devant tout le monde, lui a trifouillé le nombril avec l'index. La dame est devenue rouge de colère. Elle a voulu gifler Mona. Mon père l'a empêché. On ne gifle pas un gorille. Il ne comprendrait pas, il deviendrait agressif et méchant. Mona n'a jamais connu que le langage de la tendresse, jamais celui de la violence. Elle était curieuse, impudique parfois. Seuls les humains connaissent la pudeur, pas les animaux. Mes parents ont dû se résoudre à la faire déménager. Ils ont fait construire un gigantesque enclos, aménagé avec des lianes, des troncs, des branches, du gazon, des rochers. Les visiteurs pouvaient observer Mona à travers une baie vitrée renforcée, prévue pour résister au choc d'un gorille. Mais Mona s'ennuyait. Les gorilles ont l'habitude de vivre en groupe. Il était exclu de la remettre en contact avec sa mère, qui l'avait abandonnée, ni avec le mâle, c'était son père génétique, qui risquait de vouloir s'accoupler avec elle. Tous 2 résidaient dans un autre coin du zoo. Ils formaient un groupe avec 2 autres femelles. Il fallait trouver une compagne à Mona. Voilà, je vous laisse la suite. Vous voyez quels liens d'amitié se sont créés entre Jeanne et Mona, cette petite gorille. Ah oui, il y a des animaux qui sont plus humains que les humains eux-mêmes.
Voilà, exactement, tiens. Bon, allez, on laisse... Non, on termine sur des pensées positives. En vous souhaitant une bonne fin de semaine. Faites-vous le plaisir, comme nous, de relire ces livres, soit en bibliothèque, soit en librairie, et puis surtout sur notre page Facebook. Très bonne fin de semaine et à bientôt. Au revoir.